La petite fille de Monsieur Lin de Philippe Claudel. C'est un de ses romans, vous savez, très court, mais d'une puissance incroyable. Il est sorti en 2005 et c'est vraiment un récit qui touche à l'universel. Ça parle d'exil, de perte, mais aussi et surtout de la force des liens humains. Et tout commence sur l'eau, avec une image qui vous saisit dès la première ligne. Et voilà, dès la toute première phrase, Claudel nous plonge dedans. On est là, avec cet homme, Monsieur Ligne. Il est debout, à l'arrière du bateau, et il regarde son pays disparaître. Pour toujours. C'est fini. Dans ses bras, il n'a presque rien, une petite valise et un bébé. C'est le début de son voyage vers l'inconnu. Un voyage qui porte déjà tout le poids de ce qu'il a perdu. Alors, on va commencer par là. Le parcours de Monsieur Ligne, c'est d'abord l'histoire d'une blessure. Une blessure immense, celle de l'exil. Et attention, ce n'est pas juste un déménagement, c'est un véritable arrachement. C'est la perte de tout ce qui faisait sa vie, tout simplement. Il faut comprendre que Monsieur Ligne, il fuit la guerre. Une guerre qui a littéralement pulvérisé son monde. Il a cette image en tête, terrible, d'un trou immense dans sa rizière. C'est le cratère d'une bombe, oui, mais c'est surtout la tombe de son fils et de sa belle-fille. La seule survivante, c'est sa petite fille, Sangdiu. Et s'il part, c'est pour elle, uniquement pour elle, pour essayer de lui donner une chance. La perte est absolue. Imaginez, il est le dernier à savoir comment il s'appelle. Le dernier. Tous ceux qui pouvaient prononcer son nom sont morts. Alors, en partant, il laisse tout. Sa terre, ses ancêtres, les odeurs, les souvenirs. Il arrive dans ce nouveau pays complètement nu, en quelque sorte, dépouillé de tout ce qui faisait son identité. Et le premier choc, il est sensoriel. C'est vraiment ça. Pour cet homme dont toute la vie était liée aux odeurs de la terre, des rizières, arriver dans un pays qui n'a aucune odeur. C'est terrible. C'est comme si le pays n'avait pas d'âme. Pas de vie, rien de familier. Juste un monde froid, presque stérile. Et surtout, complètement anonyme. Donc, il y a cet exil physique, bien sûr. Mais très vite, ça devient aussi un exil intérieur. Cette solitude, déjà immense, va être comme amplifiée, démultipliée par cet environnement qui, non seulement lui est étranger, mais qui en plus semble totalement indifférent à sa présence. Le contraste avec ce qu'il a connu est brutal. Il se souvient de son village où tout le monde se connaissait. C'était comme une immense famille. Et là, il se retrouve plongé dans une ville qui est comme un fleuve, un torrent de gens qui marchent vite, qui ne se regardent pas. C'est l'anonymat le plus total. La définition même de la solitude au milieu de la foule. Et vraiment, chaque petit détail du quotidien vient renforcer ce sentiment d'être un étranger. La première soupe qu'on lui sert, sans goût, sans odeur, un peu comme sa vie qui a perdu toute sa saveur. Même les autres réfugiés, dans le dortoir, il n'y a pas de solidarité. On le voit plutôt comme un gêneur. Et la ville, dehors, lui fait peur. C'est un labyrinthe menaçant. Chaque instant est un rappel de sa solitude. Mais, et c'est là que le roman bascule, au milieu de tout ce désespoir, il va se passer quelque chose. Une rencontre complètement inattendue qui va tout changer. C'est vraiment une petite lumière qui s'allume dans le noir, là où on ne l'attendait plus du tout. C'est fou, n'est-ce pas? Comment un simple objet, un banc public, peut devenir si important. Pour Monsieur Ligne, qui est complètement perdu dans ce tourbillon, ce banc, c'est une boîte de sauvetage, un refuge. C'est le tout premier endroit qu'il arrive à s'approprier dans ce monde immense et inconnu, son petit îlot à lui. Et c'est là, sur ce banc, que la rencontre a lieu. Un homme s'assoit à côté de lui. Un grand type, un peu massif, qui fume beaucoup. Il s'appelle Monsieur Barque. Et lui parle, lui demande son nom. Monsieur Ligne, lui, ne comprend pas la langue, mais il sent la gentillesse. Alors il répond poliment, dans sa propre langue. Et c'est là qu'on a le quiproquo qui va fonder toute leur amitié. Monsieur Lin dit « Taolai », ce qui veut simplement dire « bonjour » dans sa langue. Mais Monsieur Barque, lui, comprend que c'est son nom. Il l'appellera donc Monsieur Taolai. C'est une amitié qui naît sur un malentendu, mais un malentendu tellement beau, tellement rempli de bienveillance. Et un peu plus tard, à son tour, Monsieur Lin va apprendre le mot « bonjour » dans la langue de Barque. Et ce simple mot, bonjour, va devenir leur rituel, leur pont à eux. C'est incroyable de penser qu'un seul mot, quand il est dit avec le cœur, peut suffire à relier deux mondes, deux solitudes. Parce que leur amitié, en fait, elle va se construire bien au-delà des mots. Elle va nous montrer que pour se comprendre, la langue, ce n'est pas toujours l'essentiel. Comment on bâtit une amitié sans se parler? Eh bien, avec des gestes, tout simplement. Des gestes tout simples mais lourds de sens. S'asseoir ensemble, en silence. S'offrir une cigarette. Poser une main réconfortante sur l'épaule. Ce sont tous ces petits rituels qui vont tisser un lien entre eux, un lien peut-être même plus fort que s'ils avaient pu discuter pendant des heures. Il y a un passage dans le livre qui est, je trouve, absolument sublime.
Il dit que Monsieur Lin aime écouter la voix de Bark parce qu'il ne la comprend pas. C'est génial comme idée, non? Ça veut dire qu'il est sûr que cette voix ne lui posera jamais de questions sur son passé, qu'elle ne le blessera jamais. C'est juste le son d'une présence amie, une chaleur pure, sans aucun danger. Et puis il y a ce moment clé où c'est Monsieur Ligne, à son tour, qui offre des cigarettes à Bark. Ça peut paraître anodin, mais c'est énorme. C'est la première fois qu'il peut donner quelque chose dans ce nouveau pays. Il n'est plus seulement celui qui reçoit, qui subit, il redevient acteur de sa vie. Et leur amitié, du coup, lui rend sa dignité. Bon, si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que ce livre, c'est bien plus que l'histoire d'un réfugié. En fait, c'est une sorte de fable, une fable moderne sur l'humanité, sur ce qui nous relie les uns aux autres. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Claudel ne nomme jamais les pays. Ni le pays d'origine de Monsieur Lin, ni son pays d'accueil. C'est un choix très fort. Ça veut dire que Monsieur Lin, ça pourrait être n'importe qui, venant de n'importe où. Son histoire devient universelle. C'est l'histoire de tous les exilés, et au fond, c'est notre histoire à tous. Cette quête de lien dans un monde parfois si indifférent. Et pour raconter ça, le style de Claudel est juste parfait. C'est une écriture toute simple, très épurée, presque minimaliste, des phrases courtes, un rythme lent qui vous berce un peu. C'est très poétique. Et puis, il y a cette berceuse que Monsieur Ligne chante tout le temps à sa petite fille. Elle revient sans arrêt, comme un refrain, un petit fil de lumière et de mémoire qui traverse tout le récit. Au final, le roman nous laisse avec une grande question. Un foyer, c'est quoi? Est-ce que c'est un endroit, une personne, un souvenir? Pour Monsieur Lin, son foyer, c'est sa petite fille. C'est le seul fragment qui lui reste de son monde d'avant. C'est pour elle et à travers elle qu'il continue à vivre. Comprendre ça, c'est la clé pour saisir toute la profondeur de son histoire. Alors pour conclure, je crois que le mieux, c'est de revenir aux mots de cette berceuse. Parce que malgré toute la tristesse, toute la douleur, ce roman est incroyablement lumineux. Il nous rappelle que même après la nuit la plus noire, l'humanité peut renaître, qu'une amitié peut éclore à partir d'un simple bonjour. Et que, comme le dit la chanson, toujours il y a le matin, toujours revient la lumière. C'est ça le message de résilience absolument bouleversant de ce petit chef-d'œuvre.